On les appelle les compagnons. Compagnons du devoir, compagnons du Tour de France. Leur savoir-faire, leur travail est reconnu, leur présence recherchée, notamment sur les chantiers délicats comme la rénovation des cathédrales ou des châteaux, mais ils sont aussi boulangers, bijoutiers, jardiniers. François Hichet, vous êtes historien et l'un des plus célèbres spécialistes du compagnonnage que vous étudiez depuis plus de 40 ans. Vous avez publié près d'une vingtaine d'ouvrages sur le sujet, dont le tout récent beau livre, publié aux éditions de La Martinière, intitulé « Le compagnonnage, voyager, apprendre, transmettre ». Alors avant de parler du parcours et des valeurs des compagnons du XXIe siècle, j'aimerais que l'on fasse un petit retour dans le temps. Qu'est-ce que l'on sait historiquement sur les origines du compagnonnage, alors qu'il y a une multitude de récits un peu mythiques sur justement ces origines? Vous avez absolument raison d'insister sur des origines, un pluriel. Il y avait même un livre que j'avais publié il y a très longtemps chez Gallimard. J'avais intitulé un chapitre « Le vertige des origines ». Alors vertige parce que il y a plusieurs entrées possibles. L'entrée scientifique, c'est celle que l'on va bien sûr privilégier. Il y a une entrée légendaire. Et je vais débuter par une troisième entrée qui est l'entrée des fusions-confusions. C'est-à-dire beaucoup de récits qui circulent encore aujourd'hui et qui véhiculent une origine historique qui est loin d'être la réalité. Très concrètement, on prend par exemple le chantier de Notre-Dame de Paris où l'on emploie toujours ce terme de compagnon. Et dans le grand public, même certains journalistes pensent que compagnons, immédiatement, ce sont des compagnons du Tour de France. Or, le terme de compagnon est très polysémique. Les compagnons présents sur le chantier actuel de Notre-Dame de Paris sont, pour certains, très peu compagnons du Tour de France, mais le terme de compagnon aujourd'hui en 2024 désigne dans beaucoup d'entreprises un employé, avec une certaine qualité, technicité et parcours. Mais est-ce que cette appellation s'enracine dans l'histoire du compagnonnage? Alors, si on poursuit cette image du chantier cathédrale, en fait, dans le grand public et même chez certains compagnons, on aime bien, alors je vais distinguer deux mots, histoire et mémoire, on aime bien véhiculer la mémoire qui lie l'origine, l'émergence compagnonique, d'abord autour du chantier cathédrale. Pour faire court et pour faire simple, ça tient à une phrase, les compagnons seraient, j'emploie un conditionnel bien sûr, les héritiers directs des bâtisseurs de cathédrales. Donc ça veut dire origine du compagnonnage tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les compagnons du devoir ou les compagnons du Tour de France, s'enracinerait vers le XIIe, XIIIe voilà, siècle. À l'époque, on va dire, des grands chantiers gothiques qui voyaient voyager, circuler, des ouvriers, tailleurs de pierre, charpentiers qui allaient de chantier en chantier. Donc l'image est très fluide, très attractive, très cohérente, mais elle ne correspond pas à la réalité. Le point de départ du compagnonnage, et on entre dans la vision là vraiment rationnelle, historique, scientifique, on aime bien citer souvent les légendes du compagnonnage. Et je vais revenir bien sûr à cette histoire à laquelle je faisais allusion il y a quelques secondes. Quand on écoute les compagnons, donc on évacue rapidement cette hypothèse de compagnons héritiers directs des bâtisseurs de cathédrales, et on va comprendre pourquoi dans quelques secondes. Et on va s'attarder sur cette légende qui encore aujourd'hui, en 2024, est véhiculée dans tous les compagnonnages. Cette légende, en fait, il faut employer le pluriel, ces légendes, elles sont articulées autour de trois personnages et d'un lieu emblématique. Ce lieu emblématique, c'est la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Alors là, on est 1000 ans avant le Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, pour faire global. Et les légendes compagnoniques signalent que pour réaliser ce chef-d'œuvre, et j'emploie un terme qui aura beaucoup de sens dans l'imaginaire compagnonique, le roi Salomon aurait réuni des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers. Prenons le livre des rois qui nous raconte ce chantier, donc des milliers d'ouvriers, des expertises, des gens sédentaires, mais également des ouvriers de plus en plus éloignés de Jérusalem, donc des passants, des étrangers, des sédentaires. Et Salomon aurait organisé ce chantier avec des signes de reconnaissance, avec par exemple une sériation en 3 états, apprentis, compagnons, maîtres. Ces légendes sont très complexes, mais pour faire court, 2 autres personnages apparaissent. Salomon, donc fondateur de l'ordre compagnonique, qui est le grand
ordonnateur du chantier. Et ça, on le véhicule encore chez les compagnons aujourd'hui. Bien sûr. Mais on parle d'un autre homme important, c'est Hiram. Oui, alors Hiram va apparaître un peu plus tardivement. Auparavant, il faut évoquer 2 autres fondateurs très importants. Un s'appelle Maître Jacques. Maître Jacques, c'est un tailleur de pierre, si l'on écoute les légendes, bien sûr, né en Gaule, le pays est très important, et il part, donc déjà voyager, se former. Les récits légendaires nous le font voyager en Phénicie, en Égypte, en Grèce. Et attiré par la renommée du chantier de Jérusalem, Jacques se rend à Jérusalem, travaille, c'est un tailleur de pierre, travaille tellement bien qu'il est remarqué, et que, selon les versions, il accède au titre de maître. Et donc responsable de maçon, de tailleur de pierre, mais aussi d'autres métiers comme menuisier. Et un 3e personnage, présent dans les légendes compagnoniques, s'appelle Soubise. Le père Soubise. Le père Soubise, tout à fait. Alors Soubise, lui aussi, c'est un personnage à multiples visages, donc plusieurs versions, mais ce Soubise aurait été architecte, maître d'œuvre, spécialiste de l'art du trait, l'art du tracé. Et progressivement, dans les légendes, il va être plus tardivement représenté en moine bénédictin. Donc 3 personnages qui peuvent surprendre, mais qui nous amènent en tant qu'historiens à voir quand même une certaine cohérence, puisque si historiquement le compagnonnage est bien né au Moyen-Âge pour les historiens, quand on interpelle ces 3 fondateurs, on s'aperçoit qu'on a Jacques et Soubise. Je n'oublie pas Hiram auquel vous faisiez allusion. Mais j'aurais d'abord sur ces 3 personnages pour que nos auditeurs ce soit le plus accessible possible. On a avec Salomon, Jacques et Soubise un miroir de la société médiévale occidentale. Le roi, le tailleur de pierre, le moine, c'est-à-dire les bellatores, les oratores, les laboratores. Donc c'est comme ça qu'il faut lire ce mystère. Alors je ne dirais pas l'affiliation avec le temple de Jérusalem. Je ne dirais pas c'est comme ça qu'il faut lire. Je dirais c'est comme ça qu'on peut lire, car il y a plusieurs entrées, énormément d'entrées possibles. Hiram. Alors, vous m'interpelliez sur ce fameux maître Hiram qui apparaît un peu plus tardivement dans les versions légendaires du compagnonnage. Et Hiram est toujours représenté dans certaines lithographies que l'on peut trouver dans les archives compagnoniques à côté ou derrière ou dans l'ombre de Salomon. Mais c'est un maître d'œuvre, Hiram. Hiram aurait, selon certaines versions, lui aussi participé à l'organisation de l'ordre compagnonique. Et on attribue parfois à Salomon ou à Hiram cette sériation entre apprenti, compagnon, maître. On aurait distingué les métiers en leur donnant des couleurs particulières pour mieux organiser le chantier. Et cet Hiram aurait été donc un des pères fondateurs du compagnonnage. Mais lorsqu'aujourd'hui vous pénétrez dans tous les sièges compagnoniques, vous pouvez rencontrer 3 lithographies, 3 tableaux qui datent du 19e siècle et qui représentent les pères fondateurs du compagnonnage qui sont Salomon, Jacques et Soubise. On a rarement le portrait d'Hiram qui est représenté. Visage, Thierry Lyonnais. François Huchet, à proximité, je le mets entre guillemets, du temple de Salomon, il y a d'autres constructions monumentales que sont les pyramides d'Égypte. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une filiation entre les compagnons et les pyramides d'Égypte ? Rien n'empêche à l'imaginaire de créer des filiations. L'historien, lui, sera beaucoup plus prudent, beaucoup plus nuancé, et on en arrive à l'option et à l'entrée, à l'explication historique du compagnonnage, qui nous amène au cœur, par exemple, du royaume de France, dans le système corporatif. Le système corporatif se met solidement en place, on considère à partir du XIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, et, comme par hasard, quand on regarde les statuts des métiers, je rappelle à nos auditeurs qu'un des livres références, il date de 1268, rédigé par Étienne Boileau, prévôt de la ville de Paris, qui couche sur le papier, à la demande du roi de France, les statuts de tous les métiers de la ville de Paris. Et on s'aperçoit que rapidement, les corporations sont organisées en 3 titres. Apprenti, compagnon, maître. Donc on a ce dialogue symbolique entre des légendes qui attribuent cette invention apprenti, compagnon, maître lors de la construction du chantier de Jérusalem, mais en réalité, apprenti, compagnon, maître, c'est la structuration de tous les métiers au niveau du système corporatif. On entre apprenti à l'âge de 12 ans. Pendant plusieurs années, le père de l'apprenti doit payer le maître, car l'enseignement, la transmission est payante, le savoir est payé. Le jeune apprenti
est logé chez le maître, est soigné, nourri. Donc le paiement, on peut le comprendre. Et au bout de quelque temps, l'apprenti se voit proposer de devenir compagnon. Attention à la confusion des termes, encore une fois. Et le compagnon de la corporation, c'est un apprenti qui a terminé son apprentissage, qui va présenter un petit travail, une maquette selon l'état du métier. Et si le travail présenté est correct, il accède au titre de compagnon. À ne pas confondre avec compagnon du Tour de France. Le compagnon, c'est l'équivalent de l'ouvrier. Donc ça, c'était ce que proposaient les corporations. C'est le système corporatif. 12e, 13e siècle. Et on va voir l'émergence du compagnonnage du Tour de France à cette époque-là, puisque progressivement, le système corporatif, qui dans sa genèse est tout à fait a de très nobles intentions. L'apprenti devient compagnon. Le compagnon, lui, bien sûr, son père ne paie plus, l'apprentissage étant terminé, et il est payé par le maître. Le mot salaire, sel, n'est pas encore utilisé, on parle de gage. Le compagnon de la corporation reçoit des gages, donc il est engagé. Et s'il ne fait pas l'affaire, il est dégagé, désengagé, va-t-on dire. Et entre parenthèses, quand on dit dégage, ça signifie va faire un tour. Va-t'en, prendre de la distance. Oui, il va te former, à la rigueur. Mais alors, en vous lisant, François Hichet, dans votre livre Le Compagnonnage, là, que vous publiez aux éditions de La Martinière, j'ai découvert que, finalement, les compagnons du devoir sont nés en s'affranchissant du monde des corporations, en rejetant quelque part le carcan lourd des corporations. Tout à fait. Et on est dans la logique ce que l'on développait il y a quelques secondes. Le compagnon qui est installé, donc qui est engagé, qui travaille auprès d'un maître, est lié à ce maître toute sa vie, et son espoir, c'est de devenir maître à son tour. Mais c'était très difficile, ça. Et c'est là où le statut compagnonique devient de plus en plus complexe, que pour devenir maître, en théorie, les statuts sont très clairs. Il suffit de présenter une œuvre pensée, chef d'œuvre. Une œuvre magistrale, une œuvre censée résumer que ce compagnon-là maîtrise parfaitement le métier et est digne du titre de maître. Sans le titre de maître, vous ne pouvez pas vous installer, ouvrir boutique ou tenir atelier. Or, on s'aperçoit assez rapidement et assez progressivement, en fait, à partir du XIVe, XVe siècle, que beaucoup de maîtres qui se réunissent pour valider, pour évaluer le chef-d'œuvre du candidat, vont privilégier de plus en plus leur fils, sinon pas de fils, leur gendre. Ce qui fait que tout compagnon qui n'est pas fils de maître ou qui n'est pas un proche du maître aura très peu de chance, et on va dire même rapidement plus de chance, d'obtenir cette maîtrise tant convoitée. Car la maîtrise, c'est un espoir de promotion sociale et de promotion professionnelle. Et à partir de là, les historiens élaborent cette hypothèse que, ne pouvant pas me réaliser au sein du système corporatif, moi compagnon, je quitte la ville où je n'ai aucun espoir et je vais voir ailleurs, je vais voyager ailleurs. Et cette hypothèse est de plus en plus appuyée par les archives, puisqu'on a des rois tels que François Ier par exemple, qui éditent ou qui, sur des documents écrits, signalent des ouvriers osent, c'est-à-dire c'est un interdit, ils osent voyager la France pour, en vieux français, apprendre et congoistre les uns des autres, apprendre et connaître les uns des autres. À l'époque de François Ier déjà, on a des textes, des édits, des ordonnances ou autres, qui montrent que des ouvriers contestent le modèle corporatif et commencent à voyager. Donc François Hichet, pour résumer, on peut dire qu'historiquement, la naissance du compagnonnage du devoir ou du compagnonnage du Tour de France, on le situe au XIIe, XIIIe siècle. Un tout petit peu plus tardivement, voilà, on n'a pas l'acte officiel de naissance du compagnonnage. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas d'acte officiel. Les premières traces sur lesquelles et vis-à-vis desquelles on va pouvoir bâtir scientifiquement une hypothèse que l'on va ensuite nuancer, ce sont des documents écrits qui nous montrent que de plus en plus de compagnons critiquent et quittent le système corporatif pour aller voir, entre guillemets, ailleurs. Voilà. Et là, c'est la création 15e, 16e siècle, 14e siècle. On est sur des époques où les compagnons, donc, vont organiser un réseau de mobilité et de solidarité à travers le royaume.
Et donc ce Tour de France est en train de se créer. Alors attention au terme aussi, on parle de devoir à l'époque. Rapidement, les compagnons vont s'organiser en devoirs et vont apparaître plusieurs sensibilités, plusieurs nuances, puisque dans des archives, on trouvera compagnons du devoir, compagnons non du devoir. Ce sont des subtilités que notamment le fait religieux... Alors justement, ce mot « devoir », comment est-ce qu'il faut le comprendre chez les compagnons du devoir? Oui. Alors encore aujourd'hui, nous avons plusieurs compagnonnages, il y a toujours eu plusieurs sensibilités, plusieurs métiers tout simplement. Et le devoir désigne d'abord l'organisation même, la famille des compagnons. Mais le devoir, c'est aussi et surtout un esprit. C'est une philosophie, c'est une éthique, c'est une posture. Et j'ai été frappé lorsque j'étudiais toutes les gourdes en faïence, en porcelaine ou en noix de coco qui étaient utilisées par les compagnons lorsqu'ils voyageaient à pied. Et ils inscrivaient parfois quelques phrases. Le devoir est à l'homme d'honneur ce que le soleil est à l'univers. Voilà ce qu'on pouvait trouver sur une gourde. Donc, bien plus qu'une organisation administrative ou communautaire, ce sont des valeurs, on y reviendra je pense, un esprit, mais surtout des attitudes et des comportements. Partons, chers compagnons, le devoir d'ordonne. Voici le vrai moment, il nous faut battre au champ. L'hiver est écoulé, la neige et la froidure. On voit dès à présent venir le printemps. Le sac dessus le dos, on y fait la conduite. Le long de mon chemin, les marchant le grand train, on entend les oiseaux disant dans leur langage, oh qu'il y a du plaisir de les entendre partir. Alors François Hichet, bien sûr, nous allons revenir sur les valeurs du compagnonnage que nous découvrons en votre compagnie. J'aimerais qu'on parle du lien entre le compagnonnage et la religion catholique, qui était la religion majoritaire au moment de la fondation du compagnonnage. On se rend compte, en vous lisant et en parcourant l'histoire du compagnonnage, que ça a été une relation qui a été particulière, à la fois faite de très intimes relations et en même temps d'opposition. Alors, dites-nous, quel est ce lien entre compagnonnage et Église catholique? C'est l'histoire qui va nous répondre dans un premier temps. Nous venons d'expliquer et de voir que le compagnonnage conteste le système corporatif. Le système corporatif au Moyen-Âge est essentiellement marqué par le fait religieux. Exemple, pas de métier sans saint patron. Eh bien, le compagnonnage du Tour de France, qui conteste le modèle corporatif, va quand même garder du modèle corporatif plusieurs points. Premier point, les saints patrons protecteurs. Donc le fait religieux propre au système corporatif est maintenu, voire transféré, si l'on veut être très précis, dans un nouveau modèle qui s'appelle le compagnonnage ou le devoir, le Tour de France. Les menuisiers auront leur saint patron, les charpentiers vont honorer Saint-Joseph, les charrons plus tard Sainte-Catherine. Donc on retrouve ce fait religieux de placer le métier sous la protection d'un protecteur. Mais au-delà de ce point-là, ce qui est intéressant, c'est que les compagnons qui quittent la ville pour rejoindre une autre ville, entre deux villes médiévales, il y a une halte, qui peut s'appeler le village, bien sûr, la communauté, mais ce sont surtout les abbayes et les monastères qui maillent le territoire médiéval. Et beaucoup de compagnons seront hébergés dans des abbayes, dans des monastères, moyennant quelques services, quelques menus travaux. J'imagine que l'Église les embauche, les monastères les embauchent. Bien sûr. Et l'origine d'un père soubise, d'un moine soubise, dans l'imaginaire, dans ce monde légendaire du compagnonnage, est très intéressant parce que le père soubise, c'est un rappel de la règle aussi. Et dans le compagnonnage, on va s'apercevoir que quels que soient les compagnonnages, ils contestent le modèle corporatif, mais il faut qu'ils créent un nouveau modèle. Et ce modèle, immédiatement, va reposer sur des attitudes et comportements, mais que l'on va figer dans des règlements, voire dans une règle. Et la religion est très présente
chez les compagnons du Moyen-Âge, bien sûr. Les compagnons qui contestent le système corporatif ne contestent pas le fait religieux. Ils contestent simplement l'injustice, ce qu'ils vivent comme une injustice, ne pouvoir pas accéder à la maîtrise. Cependant, ils vont véhiculer, à partir de ce modèle qu'ils mettent en place, des pratiques. C'est-à-dire, pour marquer cet état, ce parcours, il y aura des cérémonies, il y aura des rites, dans lesquels le fait religieux va occuper pendant longtemps une place particulière. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans ces Prêter serment sur la Bible, lorsqu'on est reçu compagnon. Est-ce qu'il y a encore le cas aujourd'hui? Le baptême, j'y reviendrai. Le baptême, c'est-à-dire un ouvrier qui va devenir compagnon, va recevoir un titre symbolique, un nom symbolique, un nom, on va dire, compagnonique, qui est composé très souvent de son origine, de sa ville, de sa province, et d'une qualité. Et c'est un nouveau baptême. Donc baptême, serment sur la Bible, des pratiques qui vont arriver à la condamnation du compagnonnage par la faculté de théologie de Paris. La Sorbonne. Voilà, la Sorbonne, la condamnation à Sorbonne. Alors, nous sommes au XVIIe siècle. Alors justement, pourquoi cette condamnation le 14 mars 1655? Interdiction et condamnation impie et sacrilège. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Église vit très mal. C'est un peu un système que l'on a connu à un moment donné, des siècles avant, avec la chevalerie. L'Église va encadrer des pratiques chevaleresques en y mettant une symbolique chrétienne, encadrer de manière très très précise l'adoubement chevaleresque. Mais sinon, en particulier, bien sûr, et après on les condamne. Mais si on revient au compagnonnage, les docteurs de la faculté de théologie vivent très mal qu'il y ait un baptême, qu'il y ait parrain, marraine, on prête serment sur une Bible sans la présence d'un ecclésiastique. Et donc ceci intrigue. Et l'Église de France ne peut tolérer, à l'époque, ces pratiques-là, hors présence d'un clerc. Mais François Hichet, 1655, est-ce que l'Église perd un certain pouvoir, je dirais, à cause du protestantisme et à cause des Lumières qui commencent à se manifester? Parlons d'abord du protestantisme. Car le protestantisme, qui va bien sûr créer des divisions, des scissions au sein du christianisme, n'est pas sans répercussion dans le compagnonnage du Tour de France. Une majorité de compagnons du Tour de France au tout début des compagnonnages sont bien sûr de confession catholique, et l'apparition de la Réforme, bien sûr, va entraîner au sein du compagnonnage, là aussi, des divisions, des querelles, des scissions. Et j'en reviens à une expression que j'ai évoquée au début de notre entretien. On va distinguer progressivement des compagnons du devoir, qui affichent leur catholicité, et des compagnons non du devoir, qui affichent, eux, une certaine distance vis-à-vis d'un compagnonnage qui serait encadré par le christianisme, et qui vont parfois donc se référer ou regrouper des ouvriers d'une religion donc nouvelle, donc le protestantisme, une religion prétendue réformée, entre guillemets. Mais on va voir apparaître aussi progressivement des compagnonnages qui se détachent de tout sentiment religieux. Et apparaîtra, mais bien plus tard, c'est à l'époque de la Révolution française, un terme générique, devoir de liberté, que beaucoup d'historiens, de mes prédécesseurs, ont voulu voir devoir de liberté de confession, devoir de liberté de conscience. Donc, pour résumer, un compagnonnage très chrétien dans les premiers temps, majoritairement, voire unanimement catholique. L'apparition de la Réforme va commencer à diviser, à fragiliser, à scinder le compagnonnage dans sa globalité. Et au fur et à mesure, vous faisiez allusion aux Lumières, on va faire allusion au mouvement aussi révolutionnaire ou autre, on va avoir un compagnonnage qui n'est rien d'autre que le reflet de la société française, avec des croyants qui eux-mêmes se divisent en plusieurs confessions ou écoles ou courants, des non-croyants, des agnostiques, des libres penseurs, des anticléricaux. Et on le retrouve dans le compagnonnage. Et le compagnonnage, et c'est ma thèse de doctorat a été essentiellement consacrée sur ce point-là, n'est que le reflet de la société française à ce niveau-là. Visage RCF. François Hichet, on pourrait passer des heures avec vous pour parler de l'histoire du compagnonnage. J'aimerais qu'on passe aussi au parcours de formation des compagnons, aux valeurs. Juste pour terminer rapidement sur l'histoire, 19e siècle,
c'est l'apogée du compagnonnage. Donc après la Révolution, qu'est-ce qui se passe ? Il faut employer le terme de révolution dans deux sens. Il y a la Révolution française, qui est un espoir fabuleux au départ pour les compagnons du Tour de France, à partir d'un constat très simple. La Révolution française abolit, met un terme au système corporatif. Donc pendant quelques mois, les compagnons sont persuadés que ça y est, ils vont pouvoir s'installer maîtres, ce que garantit en fait la création de la patente avec le député, la loi d'Allard, on dit. Mais quelques mois après, nous sommes dans les années 1791 en fait, la loi Le Chapelier va intervenir pour viser, pour encadrer et pour interdire toute coalition ouvrière. Donc espoir déçu. C'est le titre d'un chapitre sur la Révolution française. Un espoir déçu. Mais c'est la révolution industrielle qui va porter un coup fatal. Quand on dit 19e siècle, âge d'or du compagnonnage, il faut faire attention. Les premières décennies, les toutes premières décennies, voient, on va dire, l'acmé compagnonnique. Avec là, il y avait 150 000 compagnons. Oui, mais si le chiffre est toujours, il faut être très prudent quant au chiffre, mais un grand nombre des dizaines de milliers de compagnons maillent le territoire français. Et lorsque la révolution industrielle apparaît, que se passe-t-il ? La révolution industrielle, c'est d'abord la vapeur. La vapeur, c'est la machine à vapeur, c'est-à-dire le train, d'une part, qui rapidement va déclasser, va perturber le compagnonnage par rapport au voyage à pied. Le compagnonnage, c'est d'abord rejoindre une autre ville par la route. Tout se faisait à pied. Et la route, on a tendance à l'oublier, est un excellent moyen de transmission, d'échange. Pour parcourir des lieux, on ne parle pas en kilomètres à l'époque, pour parcourir des lieux, je ne suis jamais seul. Si je suis jeune, je suis accompagné d'un ancien, on part à 2 ou 3, et on parle du métier, on parle des légendes, on parle de la prochaine ville, ou de l'ancienne ville que l'on vient de quitter. Donc la révolution industrielle déstabilise par le voyage à pied. La machine à vapeur, puis les révolutions industrielles, l'électricité, c'est un binôme qui dialogue difficilement, atelier-usine. La révolution industrielle, le lieu de pouvoir et de savoir du compagnonnage, c'était l'atelier. La révolution industrielle met à bas, déclasse complètement le concept d'atelier avec l'émergence des grandes usines, des grandes concentrations, le Creusot par exemple, 500 ouvriers sous le même toit. Et on ne demande plus de penser le métier, on ne demande plus d'expliquer à un jeune comment on va faire, on demande d'exécuter une tâche. L'OST, l'Organisation scientifique du travail, est antinomique de l'esprit compagnonnique. Alors François Hichet, comment le compagnonnage a-t-il survécu à cela et est-il encore présent aujourd'hui ? Alors, il survit d'abord très difficilement. Les effectifs chutent. Et lorsque le monde ouvrier connaît une mutation telle que les révolutions industrielles, avec des lieux emblématiques qui connaissent eux également une mutation, ateliers, usines, le compagnonnage qui était, certains disent l'ancêtre du syndicat, il faut être plus prudent, mais qui était un laboratoire. Il défendait les ouvriers, le compagnonnage. Le compagnonnage a toujours défendu les compagnons. Dans les usines, il est très peu présent. Et va apparaître, puisque la place est vide, va apparaître un nouveau système de défense du monde ouvrier, c'est l'apparition du syndicalisme. Et l'historien est très intéressé par cette émergence du syndicalisme et par le déclin du compagnonnage, qui forcément vont de pair, par le fait que les premiers syndicats vont très rapidement essayer de décrédibiliser les mouvements compagnonniques. Il n'y a aucune nuance. Ils ne soupçonnent pas protestants, catholiques, devoir, non du devoir. Le compagnonnage dans son entier est visé par les syndicats dans le but de capter toute la jeunesse, au lieu d'adhérer dans les mouvements compagnonniques, faire adhérer les jeunes dans des mouvements syndicaux. Et il y a plusieurs livres où notamment les syndicats vont critiquer, caricaturer les cérémonies, les rites pratiqués chez les compagnons. Vous ajoutez donc 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, c'est un déclin absolu. Et en 1901, un historien très célèbre, Étienne Martin Saint-Léon, qui est une sommité, écrit noir sur blanc, le compagnonnage va mourir. 1901. Il reviendra sur son écrit des années plus tard, mais en 1900, au début du XXe siècle, tous les observateurs, tous les historiens prédisent la mort d'un compagnonnage qui, en un siècle, est tombé de son piédestal en raison d'une révolution industrielle et d'un mouvement syndical qui affaiblissent considérablement l'univers compagnonique. Alors François Hichet, le compagnonnage a survécu. Il est vivant encore aujourd'hui. Peut-on avoir une idée aujourd'hui, au XXIe siècle, ce que représente le compagnonnage, en France d'abord ? Bien sûr. Alors, le compagnonnage a cette capacité étonnante de traverser les crises
les guerres, les révolutions. Et il a une capacité qui tient autour d'un verbe, s'adapter. S'adapter signifie se remettre en question, voir pourquoi le compagnonnage, nous l'avons quitté il y a quelques secondes, en plein déclin, à tel point qu'on considère qu'il va mourir. Or, on s'aperçoit qu'en 1889, dans la ville de Paris, un ingénieur, Gustave Eiffel, veut lever la tour Eiffel, et pour ce faire, il va recruter 40 compagnons charpentiers du Tour de France, du rite Soubise et du rite Salomon. Et c'est un espoir pour le compagnonnage de voir que dans cette période de révolution industrielle, il y a encore une expertise susceptible d'être sollicitée. À la même époque, dans un village du Mâconnais, Romanèche-Thorens, un charpentier du devoir de liberté crée une université, une école de trait et de stéréotomie pour transmettre aux dernières générations cet art fabuleux qui est l'art du tracé, qui est une spécificité compagnonique. La Première Guerre mondiale arrive. Le compagnonnage voit les quelques jeunes susceptibles de partir sur le Tour de France être pris dans la guerre et certains vont mourir. Ce qui fait que dans les années entre deux guerres, le compagnonnage agonise. Encore une fois, la prédiction de disparition semble se confirmer. Arrive le régime de Vichy. Vichy interdit immédiatement les sociétés secrètes, sous-entendu la franc-maçonnerie. Quelques compagnons ont peur d'être assimilés à la franc-maçonnerie, vont faire une démarche auprès du maréchal Pétain. Inutile de vous dire que cela créera des situations complexes au sein du compagnonnage. Bref, il maintient, ce compagnon qui s'appelait Jean Bernard, maintient une forme de compagnonnage en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on va observer donc la permanence du compagnonnage qui va à la libération donc va se multiplier. Il va y avoir un regain compagnonique. Et pour répondre concrètement à votre question, nous arrivons à un paysage compagnonique qui traverse les époques avec plus ou moins de difficultés. Aujourd'hui, nous avons 3 grands mouvements compagnoniques. Compagnons du devoir du Tour de France, créé en 1941. L'Union compagnonique des compagnons des devoirs unis. Donc l'Union compagnonique est créée l'année de la Tour Eiffel, en 1889, et la Fédération compagnonique, qu'on appelle les Compagnons du Tour de France, créée en 53-54. 3 mouvements qui identifient aujourd'hui le compagnonnage, avec quelques petits mouvements marginaux qui existent en parallèle de ces 3 grands principaux, mais le paysage compagnonique est composé de 3 grandes familles compagnoniques que l'on vient d'évoquer. François Hichet, est-ce que l'on sait aujourd'hui combien de jeunes sont en formation dans ces 3 grands mouvements de compagnonnage? Alors, c'est difficile parce que, on sait bien sûr, je vais vous répondre, mais il faut faire attention parce que quand on entre en compagnonnage, beaucoup de jeunes rentrent pour se former. Parce qu'ils savent, plus ou moins, que un centre de formation avec le label compagnonique est un gage de qualité, de bienveillance. Là aussi, il y a une image, voire un imaginaire qui est très positif en 2024. Et l'embauche aussi. Donc, bien sûr, on va trouver du travail. Mais beaucoup de jeunes vont se former, mais après ne partent pas sur le Tour de France. La question aujourd'hui est très sensible. Il n'est pas obligatoire de faire sa formation de compagnon et ensuite de faire le Tour de France. Il y a une offre de formation. Et sur ces jeunes, ces milliers de jeunes, je vous réponds 5000 jeunes, 6000 jeunes, il y a sans arrêt dans des cohortes de jeunes qui vont dans les centres de formation des différents compagnonnages. Allez, c'est important ce que vous dites, ça attire aujourd'hui. Les jeunes sont attirés par la formation chez les compagnons. Avec un détail, c'est que pendant longtemps, le compagnonnage n'acceptait pas les femmes sur le Tour de France, ne n'attribuait pas le titre de compagnon. Et il faut attendre l'année 2004 pour voir les compagnons du 2004, pour voir les compagnons du devoir, décider très solennellement et officiellement d'ouvrir l'offre compagnonique, mais l'offre dans la globalité de sa diversité, c'est-à-dire le titre de compagnon, aux femmes. Et les premières femmes acceptées en compagnonnage, donc c'est dans le compagnonnage du devoir. Il faut attendre plusieurs années pour voir les 2 autres mouvements compagnoniques. L'Union compagnonique a reçu sa première femme compagnon l'an dernier. Première femme compagnon. Et la fédération, qui est une fédération, selon les métiers, ils acceptent encore plus ou moins les femmes. Donc vous voyez, c'est très divers comme réaction. Mais François Hichet, vous le savez encore mieux que moi, les métiers manuels sont discrédités aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui peut attirer des jeunes aujourd'hui à entrer dans ces formations du compagnonnage? Alors certes, qui élargit son champ d'enseignement, c'est pas uniquement des tailleurs de pierre ou des menuisiers. Mais qu'est-ce qui attire ces jeunes dans ces métiers manuels? Cela fait plus de 45 ans que j'étudie le compagnonnage. Je suis fils de menuisier.
Du côté maternel, c'est l'enseignement. Du côté paternel, c'est le travail de la main. Et ce mot manuel que vous venez d'évoquer, et qui est souvent, c'est l'adjectif qualificatif que l'on colle à métier manuel, c'est très intéressant de voir en 45 ans l'évolution de cette expression métier manuel. J'invite nos auditeurs à lire l'œuvre du père Feller, le fondateur, c'est Troyes, la ville de Troyes, avec la maison de l'outil de la pensée ouvrière. C'était un père jésuite qui a beaucoup écrit sur la main, sur l'homme de métier. Et Feller avait cette expression fabuleuse, il disait toujours métier dit manuel. Sous-entendu, tout métier manuel est d'abord un métier intellectuel. La main est esprit. Les philosophes de l'Antiquité, dès le départ, savaient très bien que la main n'était que le prolongement d'une idée qui germait dans l'esprit. Et ce qui m'a vraiment plu dans le compagnonnage, et surtout sur le compagnonnage contemporain, c'est cette réflexion de plus en plus pointue sur cette expression de manuel que l'on ne rejette jamais, qui est un qualificatif très noble, à une condition qu'il ne soit pas ghettoisé et qu'il soit immédiatement expliqué par ce binôme indissociable, main, manuel, intellectuel ne font qu'un. Le compagnon du Tour de France, c'est un intellectuel qui pense d'abord ce qu'il va faire ensuite. Homo faber, homo sapiens. La sagesse et le fait de faire sont indissociables. Et on a trop souvent, et j'ai terminé ma carrière dans l'éducation nationale en tant qu'inspecteur d'académie, et j'ai toujours attaché une grande importance à ce concept d'orientation des jeunes. Et j'ouvrirai une parenthèse, vous me permettrez, combien de fois quand j'étais même professeur dans les conseils de classe, on entendait un élève qui avait 17-18 de moyenne et qui voulait partir dans une voie dite manuelle. Et je voyais des collègues qui étaient presque offusqués. C'est du gâchis, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc les métiers manuels, c'est pour ceux qui sont mauvais à l'école. C'était l'échec, c'était la voie de garage. Et on en revient aujourd'hui à ça. On en revient, c'est un vieux débat. Souvenez-vous, à une époque, on a même eu un ministre de la revalorisation des métiers manuels, du travail manuel. C'est un vieux serpent de mer. On cogite là-dessus, on essaie. Bien sûr que il y a des efforts, des progrès très réels. L'enseignement professionnel a bénéficié aujourd'hui d'un autre regard que celui dont il souffrait il y a 10, 20, 30 ans. Mais il y a encore de la route à faire. Et il faut vraiment expliquer et lutter contre cette option de dire, bon, si tu n'es pas bon à l'école, ce qu'on en a entendu, tu seras menuisier, charpentier. Je me souviens, moi, de ma grand-mère qui était institutrice et qui me tenait ces discours. Au moins, travaille bien à l'école, pour ne pas. C'était d'abord éviter. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. On change. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un changement, sont attirés par ça? De toute façon, on a un public qui est très divers aujourd'hui. Avant, c'était des fils de compagnons, des fils d'artisans qui mécaniquement reproduisaient le schéma parental. On était compagnons même de père en fils. Et le nom symbolique de quelques compagnons, par exemple Albigeois l'ami du trait, compagnon charpentier, son fils s'appelait Albigeois l'exemple de son père. Vous voyez, donc tout ceci a éclaté. En 20, 30, 40 ans, le compagnonnage recrute jusque dans l'université et dans les lycées professionnels. On a un public, jeunes femmes, jeunes hommes, qui ont des parcours, mais alors très très contrastés. C'est la force du compagnonnage, que de pouvoir répondre à une jeunesse aussi plurielle. Si je travaille avec mes mains, je pense aussi au lendemain. Ce n'est pas un travail de bête, je rêve aussi avec ma tête. Je prends pas l'air intellectuel. J'assume, je suis manuel. Ne croyez pas que je déchante. Moi, quand je travaille, je chante. Hé compagnon, comment construis-tu ta maison? Hé compagnon, comment construis-tu ta maison? Avec un métier, un sourire, une chanson. François Hichet, en lien avec ce que vous venez de dire à l'instant, dans les valeurs liées au compagnonnage, il y en a une qui est importante, je trouve, c'est l'amour du métier. Oui. L'amour du travail. Oui. Alors, la notion d'amour est indissociable d'une autre notion que l'on n'a pas du tout évoquée, qui est la notion de partage. Compagnon, cum, avec, panis, pain. Donc, se retrouver autour d'une table, bien sûr, pour partager le pain, copain, mais on partage le savoir.
La transmission. C'est la transmission. Le compagnonnage a 2 ou 3 verbes clés. C'est pour ça que mon dernier livre joue sur ces verbes. Voyager, bien sûr. Apprendre, mais transmettre. Et ça passe par l'amour. L'amour du métier, fondamental, mais l'amour de l'autre. Confiance. Si tu veux obtenir la confiance d'un jeune, me disait un compagnon, commence par lui donner la tienne. Et ce climat de confiance va s'organiser autour d'un pôle, on va dire, structurant, qui est le métier. Si l'on occulte le concept de métier, on ne comprend rien au compagnonnage. C'est pour ça qu'on est souvent heurtés, nous les historiens, de voir que les livres relatifs au compagnonnage, dans les grands circuits de distribution, on trouve parfois des livres jusque dans des rayons ésotérisme. Quel scandale, hein ? Parce que on fait du symbolisme, des auteurs peu avertis. Mais là, on retrouve les mystères et les légendes dont nous parlions au début. Où des livres sur le compagnonnage sont connotés en société secrète, société initiatique, franc-maçonnerie. Ce qui n'est pas le cas, vous le dites mais surtout très pas, clairement. Surtout pas. C'est une erreur de lecture lourde. Le compagnonnage a sa propre identité, sa propre histoire. Il n'a pas besoin d'être inféodé à telle ou telle autre organisation. Mais je reviens, François Hichet, sur cette notion d'amour du métier. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent dire, mais les gens aiment plus le travail. Ils aiment plus le travail bien fait, on travaille n'importe comment, à la va-vite. Et là, on a l'impression que chez les compagnons, cet amour du travail est très, très important. Vous avez absolument raison. C'est la clé de voûte du système des valeurs du compagnonnage qui s'explique par un constat très simple. Le métier n'est pas une fin en soi. Vous trouverez très peu de compagnons qui vont parler de job, de boulot. C'est métier, maîtrise. Et l'amour du métier, c'est que le métier n'est pas une fin, c'est un moyen. Moyen de quoi ? Moyen de me découvrir. Moyen de découvrir mes limites, mais aussi mon potentiel, mes faiblesses, ma force. Et dans le métier, je rends service. En faisant quelque chose, je vais faire œuvre d'amour envers le prochain pour qui l'objet a été dédié, a été fabriqué. Et on revient à cet imaginaire lié aux cathédrales, l'amour du métier, l'amour de la belle ouvrage, bien sûr. Mais le compagnon sellier, le compagnon maroquinier aujourd'hui, comme le compagnon charpentier ou tailleur de pierre, ils ont en commun l'amour qu'ils portent à ce métier qui permet de grandir. Et le point commun entre éducation nationale et compagnonnage, car il y en a, il y a des oppositions, des contradictions, beaucoup, mais il y a un point commun. Comment appelle-t-on un jeune enfant que l'on confie à l'éducation nationale, à l'école ? On l'appelle élève, élevé. Le compagnonnage a vocation d'élever les jeunes garçons et désormais les jeunes filles, on va dire les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui vont dans le compagnonnage pour apprendre à aimer un métier. Et pour aimer, il faut d'abord découvrir. C'est pour ça qu'on n'est pas compagnon immédiatement. On étudie pendant combien de temps ? Très concrètement, le parcours du compagnon, une fois qu'il est reçu, puisqu'il y a une réception, sa formation dure combien de temps ? Et son tour de France dure combien de temps ? L'histoire et l'actualité nous obligent à dire attention, il n'y a pas un cahier des charges applicable à tout le monde. Contrairement à l'éducation nationale, il n'y a pas un programme et des dates fixes. C'est le parcours de chacun qui est pris en considération dans le compagnonnage. Un compagnon pourra faire son tour de France en 2 ans, 3 ans, un autre éventuellement en 4 ans, là n'est pas le problème. Avant la réception, à laquelle vous faisiez allusion il y a quelques secondes, la réception, rappelons-le, c'est la cérémonie qui marque solennellement l'attribution du titre de compagnon à un jeune. Il y a d'abord donc ce jeune qui vient découvrir le métier. Beaucoup vont partir une fois la formation obtenue, mais certains vont dire tiens, cet univers compagnonique, j'ai envie d'aller plus loin. Si je vous entends bien, on peut venir faire de la formation, bénéficier un peu moins, mais on peut bénéficier d'autres compagnons. Cela dépend du métier, du cursus. Ouais. Cela dépend de votre état au moment où vous rentrez, de vos diplômes. Généralement, ça peut être quoi ? Voilà. 1 an, 2 ans, 2 ans, 3 ans. Ça dépend si vous êtes un apprentissage, un perfectionnement ou un approfondissement d'un métier. Donc là, vous recevez la formation, mais vous ne devenez pas automatiquement compagnon. Non, c'est une offre. C'est-à-dire, c'est une démarche volontaire. Et un jeune qui, après cette formation, après avoir fréquenté l'univers compagnonique, va dire tiens, j'ai envie d'aller plus loin. Eh bien, il va donc s'engager, et il va s'engager à voyager, à faire le tour de France. Et donc, il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie d'adoption, le terme, ou d'affiliation selon les compagnonnages. Et le jeune, là, quand il est adopté ou affilié, présente d'abord un tout petit travail pour montrer que la formation, elle est vraiment derrière, qu'il est capable de voyager tout en travaillant. Et donc, il a le titre d'aspirant ou d'affilié.
Et il va voyager 2 ans, 3 ans, en fonction de son rythme. Et là, ça veut dire qu'il va dans de ville combien en ville, de lieux de ville en différents? ville. Il peut rester en gros 6 mois, 5-6 mois, donc 2 villes par an. Il va faire, pour être compagnon, il faut avoir voyagé au moins 4, 5, 6 villes. Oui, c'est ça, c'est 2 villes Donc par an, 2 ans, c'est pas 3 ans. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, l'historien du compagnonnage est frappé de voir qu'à une époque, on faisait le Tour de France en 1 an et demi. À l'époque, il y avait énormément de compagnons, ça allait vite. Parfois, on faisait le Tour de France en 3 ans, 4 ans. On a des compagnons qui voyagent pendant 6 ans, donc diversité. Et l'aspirant, donc, qui fait son Tour de France, à un moment donné, c'est pas lui qui va le décider, mais les compagnons vont dire, bon, il est temps de penser à ton travail pour devenir compagnon. Et c'est ce qu'on appelle le travail de réception. Et que dans le grand public, improprement, on appelle le chef-d'œuvre de compagnon. Le chef-d'œuvre, c'est en fait le travail qui permet à un aspirant de devenir compagnon. Alors il y a un verbe qui est très beau, il taille, on ne dit pas préparer, il taille son travail de réception pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, par exemple, pendant longtemps, choisissez le jour de la fête patronale. Je reviens au 19 mars sur les charpentiers. Donc au mois de mars, le jeune aspirant charpentier présentait sa maquette, donc une charpente. Le thème lui avait été proposé ou avait été négocié avec lui, mais souvent on proposait un travail parce qu'on connaissait le jeune. Ce travail est évalué, on va dire critiqué. Et si le travail et le comportement du jeune aspirant est tout à fait dans les normes, dans les attentes compagnoniques, eh bien ce jeune obtient le titre de compagnon, donc il est compagnon reçu, reçoit sa canne de compagnon et reçoit ses couleurs, c'est-à-dire une sorte d'écharpe, on dit écharpe, mais dans le compagnonnage on parle de couleurs, et il reçoit aussi et surtout son nom compagnonique. Par exemple, pendant des années, il va s'appeler Breton, même s'il est jeune, même s'il est aspirant. Parce qu'il vient de Bretagne? Parce qu'il vient de Bretagne, tout simplement. Vous devinez à mon accent que moi je serais plutôt Languedoc. Et donc Languedoc, Breton, Alsacien, Parisien, Nantais, peu importe. À un moment donné, le soir de la réception, les compagnons vont lui attribuer une vertu ou une qualité. Il y a des subtilités, je n'ai pas le temps de rentrer dans cette complexité, mais Avignonner, par exemple, va devenir Avignonner la vertu. Le célèbre Ardéchois va devenir Ardéchois cœur fidèle. Albigeois, l'ami du travail. Languedoc, l'ami des hommes. Ça, c'est une qualité qu'on a observée chez un compagnon. Et le nom compagnonique vous engage, car vous êtes porteur de ce nom. La notion de devoir est à double effet aussi. Vous recevez, dans le compagnonnage, il y a 2 verbes, donner et recevoir. C'est essentiel. Mais quand vous recevez ce nom compagnonique, il faut être à la hauteur de ce nom. Visage, l'expression de l'être. François Huchier, on a évoqué l'étymologie de ce mot compagnon, partager le pain avec. Il y a cette dimension de fraternité qui est très forte chez les compagnons. C'est une fraternité, il n'y a aucun problème. Le compagnonnage, c'est toujours revendiqué une fraternité du vivant jusqu'à la mort. Une fraternité ouvrière. Ce sont des frères en devoir, désormais de sœurs en devoir. On a toujours en devoir. Il y a une solidarité réelle. Dès le départ, quand on conteste le modèle corporatif, il faut être courageux, et il faut être soudé. Il faut vraiment affronter les persécutions policières, des patrons qui sont très très récalcitrants ou autres. Donc il y a une solidarité dès l'émergence compagnonique, mais vous employez tout à l'heure le terme d'amour, et de solidarité et amour apparaît la notion de fraternité. Et cette fraternité compagnonique, elle est présente, alors vous disiez du début jusqu'à la fin, effectivement, jusqu'aux obsèques d'un compagnon, il y a cette présence, cet accompagnement. Il y avait des tableaux au XIXe siècle très beaux qui s'appelaient les conduites compagnoniques. Vous voyez toute l'assemblée des compagnons en 2 rangs et en colonnes qui accompagnaient le partant qui quittait la ville. Il y a de très beaux tableaux qui s'appellent les conduites de compagnons, dont beaucoup sont visibles au musée du compagnonnage à Tours. Et ces tableaux montraient la solidarité, l'amour et l'honneur. Et c'est au passé ou c'est encore Il y a quelques compagnonnages qui font des conduites, mais il y a... je veux dire sur la notion de fraternité et de la plus-value de la fraternité compagnonique n'a jamais été dépréciée tout au long de l'histoire compagnonique. Il y a quelque chose de très fort, moi je suis toujours frappé par cette notion de fraternité qui est réelle et qui est que des jeunes qui au départ n'ont aucune idée de cet esprit fraternel dans le compagnonnage, progressivement se l'approprient, le font leur, et on voit en 3, 4, 5 ans
des mutations chez des jeunes assez exceptionnelles. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce qu'on s'entraide entre compagnons? Est-ce qu'un compagnon va plus facilement embaucher un autre compagnon? C'est un réseau, comme tout réseau, mais qui est basé sur des valeurs. Il n'est pas question de tricher, il n'est pas question d'être malhonnête ou de favoriser. Si on a 2 candidats à égalité, bien sûr, l'employeur qui est compagnon privilégiera un compagnon. Mais priorité à l'honnêteté, le devoir. Le devoir, c'est d'être honnête, loyauté, honnêteté, courage, persévérance. On pourrait ouvrir une longue liste de vertus qui montrent que le compagnonnage est une organisation qui, pour l'historien, est profondément estimable par les valeurs et les principes qu'elle a su, l'institution, mettre en place au fil du temps. Et il n'y a pas d'évaluation. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. François Huchet, ça fait 45 ans que vous étudiez le compagnonnage, c'est une véritable passion, vous êtes l'un des grands spécialistes mondiaux. Mais qu'est-ce qui vous a attiré le plus et surtout, je dirais, marqué profondément ce que vous avez reçu comme enseignement à travers votre étude du compagnonnage? J'ai rencontré le compagnonnage à l'âge de 18 ans. J'étais à l'école normale d'instituteur et on avait un mémoire à faire. Et ce mémoire, j'avais décidé, mais tout à fait par hasard, à supposer que le hasard existe, bien sûr, de partir sur des lettres d'un ouvrier dans la famille, 1857, qui avait fait un voyage, me disait ma famille. Alors, je regarde ses correspondances, une vingtaine de lettres, puis on retrouve sa couleur de compagnon, et je découvre là donc un univers que je ne connaissais pas du tout, 18 ans. Je retranscris ces lettres, ce tour de France, à travers une vingtaine de lettres. Je le présente devant un jury, et ce travail a plu à tel point que l'Éducation nationale m'a proposé d'éditer ce témoignage. Donc j'ai 19 ans, 20 ans, ce livre est édité. Le Tour de France d'Auguste Goutte, dit Carcassonne, la palme des beaux-arts. Votre premier d'une longue liste de Compagnon menuisier livres. du devoir de liberté, 1857-1859. Et cela me vaut immédiatement, nous sommes dans les années 1981, des courriers. À l'époque, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas de téléphone portable. Et je reçois des lettres de compagnons. Tiens, il y a encore des compagnons, me dis-je, qui m'invitent à Toulouse à aller parler de ce témoignage. Je me rends à Toulouse avec cette image d'un compagnonnage du 19e siècle que je commençais à étudier depuis de longs mois. Et je suis face à une assemblée très nombreuse de compagnons. Et je découvre un compagnonnage contemporain, différent, éloigné et proche à la fois, éloigné et proche de celui que j'avais étudié à travers Carcassonne, la palme des beaux-arts. Et là, j'ai découvert une institution, donc, avec une épaisseur historique énorme, Moyen-Âge. J'étais passionné par l'histoire, j'étais à la recherche d'un objet d'étude, j'ai dit, tiens, cela m'intéresse pour 2 raisons. L'épaisseur historique, et ce que vous évoquiez plusieurs fois lors de notre entretien, des valeurs, des principes. Mais des valeurs humaines, des valeurs humaines, oui. Mais l'historien doit maîtriser la passion. Sinon, il y a une posture là qui est très délicate, c'est-à-dire parce qu'on peut idéaliser aussi. Oui, on le voit dans votre livre, il y a eu des divisions, il y a eu des violences entre les compagnons. C'est pas que des enfants de cœur. Je ne suis pas le porte-parole du compagnonnage ou d'un compagnonnage particulier. Les amoureux du métier, il y en a ailleurs que dans le compagnonnage, soyons très clairs. Le compagnonnage a ses vertus, a eu ses faiblesses. Bien, soyons clairs, les meilleurs ouvriers de France, bien sûr, ne sont pas forcément des compagnons. Il y a très peu de compagnons. Il y a des compagnons au sein des MOF, mais la majorité ne sont pas compagnons. Donc soyons très clairs. Mais cet univers compagnonique, donc je n'ai cessé de l'étudier et jusqu'à faire donc une thèse sur le compagnonnage, notamment le compagnonnage au XXe siècle et notamment cet épisode de rénovation du compagnonnage sous Vichy qui a longtemps perturbé les relations entre compagnonnage dans les années immédiates de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que vous garderiez comme valeur essentielle si par exemple votre fils vous disait tiens, j'aimerais bien être compagnon? Qu'est-ce que vous retiendrez, qu'est-ce que vous souligneriez comme valeur essentielle? D'abord, je laisserai mon fils choisir son métier. Je me garderai bien de lui dire, il te faut être historien ou compagnon du Tour de France. Mais ce n'est pas le cas. J'ai 2 garçons qui sont éloignés du compagnonnage, peu importe. Mais il y a dans le compagnonnage une expérience, une invitation. Une invitation à la découverte d'un métier, à la découverte de soi-même, à la découverte d'attitudes, de comportement et de posture. Ce qu'il y a d'intéressant dans le compagnonnage, c'est que l'homme de métier ou la femme de métier qui est devenu compagnon est un ouvrier, comme tant d'autres, qui va devenir patron, peu importe, tu as une
toute une possibilité d'épanouissement professionnel très 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 large, mais il y a une éthique quelque part qui est intéressante. Je dis pas que tous les compagnons sont des êtres fabuleux, exemplaires, ce serait mensonge que de dire ceci, mais dans tous les cas, les compagnons ont toujours en pensée et en arrière-plan, à chaque attitude, comportement, la notion de devoir. Compagnon du devoir, compagnon des devoirs unis, peu importe l'appellation, mais il y a ce souci de ne pas trahir l'héritage, le patrimoine compagnonique dont ils sont dépositaires. Et j'insiste, dans le compagnonnage, on n'est jamais propriétaire d'un savoir. On est dépositaire. Je dois donner ce que le compagnonnage m'a donné. J'ai reçu, donc je dois donner. On m'a appris, à mon tour d'apprendre. Mais est-ce qu'on peut parler de transformation intérieure à travers cette pratique du compagnonnage ? Sans problème. En ce sens, c'est pour cela que quelques compagnons, et je les rejoins, parlent de société initiatique. Mais ne nous trompons pas sur l'acception de ce mot qui peut être très très rapidement mal perçu. C'est pas de l'ésotérisme. Pas du tout. Le métier et les valeurs et principes associés au métier, exemplarité, honnêteté, persévérance, courage, respect, respect des outils, respect de l'autre, tout ceci forme un tout, et on dit société initiatique. Initier, c'est transmettre à quelqu'un qui n'a pas encore ces connaissances-là. Mais c'est une société qui est très très intéressante à étudier, de par son parcours, parce que le compagnonnage a traversé des siècles, et l'historien, lui, va apprécier les réponses, en sachant que systématiquement les compagnons se sont arrêtés pour se remettre en question et pour essayer de trouver la réponse la mieux adaptée au questionnement de la jeunesse ouvrière. Mais François Hichet, à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'informatique, des technologies, du bouleversement des technologies, le compagnonnage a encore de l'avenir ? Bien sûr, bien sûr. Les dirigeants nationaux que je rencontre dans la diversité se posent cette question. Aujourd'hui, comment se positionner face à l'intelligence artificielle ? Et on revient à cette notion de posture. Le compagnonnage a pour but d'éviter d'être en mauvaise posture. Il a pour but d'éviter d'être en fâcheuse posture. Il a en fait pour but d'éviter d'être dans l'imposture. Et être un imposteur aujourd'hui, attention, c'est ne pas être au bon endroit au bon moment. Le compagnonnage essaie de trouver la meilleure des réponses pour proposer la meilleure des postures possibles au jeune homme ou à la jeune femme qui veut se réaliser pleinement, être heureux, par, dans et avec son métier. N'oublions pas qu'en 2010, l'UNESCO a inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le compagnonnage. Non pas sur la production de chefs-d'œuvre, patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire l'UNESCO, donc plus de 100 pays, ont reconnu dans le compagnonnage français quelque chose de particulièrement original, basé sur une transmission particulière au sein d'une communauté particulière, autour de valeurs et de principes particuliers. François Hichet, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de vous interviewer sur ce compagnonnage. Si j'avais 40 ans de moins, vous me donneriez presque envie de devenir compagnon. Je renvoie à votre livre « Le compagnonnage, voyager, apprendre, transmettre » que vous publiez aux éditions de La Martinière, une mine pour compléter ce que nous venons d'évoquer ensemble au cours de cette émission. Merci François Hichet. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.